suis ravie de venir à votre rencontre pour vous présenter les métiers de la filière bijouterie-joaillerie. Je suis Amandine Stratmans, je travaille au sein de l'Union française de la bijouterie-joaillerie, orfèvrerie des pierres et des perles. Je vais vous expliquer en 2 mots quelle est cette organisation. Et moi, mon rôle, c'est d'être directrice des métiers. Autrement dit, je suis là pour pouvoir présenter ces métiers qui sont restés assez longtemps confidentiels, alors qu'il y en a beaucoup. Ce sont de très beaux métiers et qu'il y a beaucoup d'opportunités, notamment dans la région Aura. Donc je suis là pour pouvoir présenter ces métiers et bien évidemment répondre aux questions que vous pourriez vous poser. Ce que je vous propose, avant de vous présenter la filière de manière macro avec quelques chiffres, l'idée ensuite c'est de vous présenter ces métiers vraiment de manière un peu plus concrète, pour que vous puissiez vous les figurer si jamais vous ne les visualisez pas très bien. Mais avant ça, c'est important qu'on s'attarde quelques instants sur le titre artisanat, savoir-faire et industrie, parce que ces métiers existent depuis fort longtemps. La joaillerie est héritière en fait de la tradition des orfèvres qui existe depuis le XIIIe siècle. Donc ce sont des métiers pluricentenaires. Et effectivement, ce sont des métiers qui très longtemps ont été rattachés aux métiers d'art. Logique, puisqu'effectivement ce sont des métiers de la main, ce sont des métiers qui s'appuient sur des savoir-faire. Effectivement, il faut beaucoup de savoir parce qu'il y a énormément de techniques et que comme ce sont des métiers manuels, évidemment on est dans le registre du faire. Mais ce qui s'est passé ces dernières années, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça a un impact en fait sur l'évolution des métiers et des opportunités qui peuvent se trouver en région Aura. Le tournant qui a été pris ces dernières années, ça a été la mutation justement en industrie. Et il faut le comprendre dans le sens où l'industrie, ici, c'est pris dans le sens effectivement de la capacité à produire en des volumes assez conséquents, mais toujours avec une très grande exigence sur la qualité des produits finis et les techniques et l'organisation effectivement du travail. Et la spécificité de cette filière, c'est que cette industrie s'appuie vraiment sur une combinaison, sur un patchwork de processus et de techniques industrielles, donc avec des machines, mais aussi et surtout sur des savoir-faire. Donc c'est pas l'un qui chasse l'autre, on est vraiment sur une combinaison, un patchwork, et c'est très très important, parce que c'est une des spécificités de ce secteur, c'est très important de l'avoir en tête. Donc, ce que je vous propose effectivement pendant cet échange, c'est de vous présenter succinctement l'Union française, parce que je ne suis pas très sûre que ce soit connu, pour que vous compreniez en fait cet écosystème et à quoi sert l'Union, avant de vous parler effectivement de la filière et de ses enjeux aujourd'hui. Ensuite, je vous parlerai de quelques métiers clés, enfin les métiers pour lesquels il y a des opportunités aujourd'hui, et puis quelques mots sur les parcours de formation. Alors, l'Union à laquelle je suis effectivement rattachée est une fédération professionnelle. C'est la seule en France qui existe. Pour faire simple, donc c'est une fédération qui a 160 ans. Elle a été créée en 1864. Mais je vous le disais, elle s'inscrit dans une tradition, puisqu'en fait, la corporation des orfèvres existe depuis le XIIIe siècle. Les orfèvres étaient au service de l'autel et de la couronne, enfin répondaient aux demandes du pouvoir royal et du pouvoir religieux. Et en fait, cette fédération, pour faire simple, elle a 6 groupements professionnels. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est essentiellement le club des entreprises de fabrication, des ateliers qui fabriquent des pièces de joaillerie. Et bien sûr, très important, on ne peut pas fabriquer si on n'a pas de matériaux. Donc on va retrouver aussi les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses. Donc ce sont les principaux groupements. Il y en a d'autres. Important, l'Union française, c'est 215 adhérents et 90% de ces adhérents, ce sont des PME et des TPE françaises. Effectivement, quand on pense à la joaillerie, on pense au luxe, on pense aux maisons, on pense aux groupes. Ils ont un rôle clé, je vais vous expliquer pourquoi, mais aujourd'hui le tissu, c'est vraiment des PME et beaucoup d'entre elles sont justement en région Aura. Alors, la joaillerie, je me répète, existe depuis fort longtemps, mais la joaillerie, elle a une autre particularité, c'est qu'elle est française. Elle a vraiment
elle s'est vraiment développée au XVIIe siècle, sous l'impulsion effectivement du pouvoir et du pouvoir royal, mais elle s'est aussi développée parce que à ce moment-là est apparu un métier qui n'existait pas, parce que des pierres précieuses, vous en avez au Moyen-Âge, quand vous regardez les chasses de Limoges dans les musées, vous avez les petites boîtes en forme de maison, en émail cloisonné, etc. Vous avez aussi des pierres, mais la nouveauté à ce moment-là, c'est qu'il y a le métier de lapidaire qui arrive, qui existe, enfin qui prend forme. Et le métier de lapidaire, c'est en fait l'art et la manière de tailler un brut en pierre fastée. C'est-à-dire que vous avez une sorte de caillou dans sa gangue mal dégrossie. Le lapidaire, il va travailler cette pierre pour créer des facettes, donc des pans, qui vont permettre en fait à la pierre de révéler toute sa couleur et tous les jeux de lumière. La joaillerie n'existe pas sans pierres précieuses. La différence entre la bijouterie et la joaillerie, c'est que la bijouterie, c'est ce que j'ai au doigt, une sculpture en métal portative, c'est un ornement corporel. La joaillerie, c'est une monture en métal qui a pour raison d'être le fait de mettre en valeur une pierre précieuse. S'il n'y a pas de pierre précieuse, s'il n'y a pas de gemmes, s'il n'y a pas de joyaux, joaillerie, il n'y a pas de pièce de joaillerie. Donc la joaillerie, elle apparaît avec ce nouveau métier qui est le lapidaire. Et ce métier apparaît au XVIIe, et effectivement, ça sert aussi des intérêts, le pouvoir, ça développe l'économie, etc. Mais pour nous, c'est un atout, parce que, de même que la gastronomie, n'est-ce pas, est fort reconnue en France, de même la joaillerie est reconnue. Et la France tire un avantage concurrentiel. Le luxe, effectivement, est un champion de l'économie française, et dans le luxe, la joaillerie tire largement son épingle du jeu, et c'est justement un des leviers de croissance. Le monde recherche le Made in France. Les ateliers français sont reconnus pour, évidemment, leur savoir-faire inégalé, mais vraiment la maîtrise dans la fabrication. Donc ça, c'est un vrai avantage concurrentiel et ça joue à plein en ce moment. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement la joaillerie, ça participe de l'art de vivre à la française et c'est effectivement, c'est reconnu internationalement. L'autre particularité, c'est qu'il y a énormément de savoir-faire. C'est un entrecroisement, enfin une articulation de plusieurs savoir-faire. Alors évidemment, je ne vais pas tous les détailler, mais c'est ce qui fait justement l'intérêt de cette filière, c'est la multiplicité de tous ces métiers extrêmement précis qui sont en fait aussi des histoires de personnes qui sont totalement habitées par ce qu'elles font. Et de même qu'il y a énormément de savoir-faire et énormément de métiers, on peut retrouver aussi toute une pluralité d'acteurs. On le voit déjà au niveau de la composition de l'Union française. Je vous ai dit effectivement qu'il y avait plusieurs groupements, mais la joaillerie, c'est en fait la rencontre, c'est la mise en commun des activités, donc des ateliers, des négociants, des créateurs, des détaillants. Enfin, c'est toute cette fédération, toute cette synergie en fait de savoir-faire qui permet effectivement au secteur de la joaillerie d'exister. Alors, la filière, aujourd'hui, c'est une filière qui connaît son âge d'or. La joaillerie, depuis 2018, alors je vous parle de l'activité des ateliers de fabrication. Depuis 2018, chaque année, en fait, la performance de ces ateliers ne se dément pas. Le chiffre d'affaires en façon de ces ateliers a été multiplié par 2 en 5 ans. On a les chiffres de 2023. Le chiffre d'affaires de la fabrication, ça représente près de 5,5 milliards d'euros. Donc c'est le travail des ateliers, 5,5 milliards d'euros. Et toute cette production est exportée. Et en termes d'exportation, ça représente à peu près 8 milliards d'euros. Donc c'est pas neutre. La joaillerie est une locomotive dans le secteur du luxe. Et alors pourquoi est-ce qu'on en est là ? C'est que effectivement aujourd'hui la joaillerie, les adhérents de l'Union, c'est à 90% des PME partout en France. Mais ces PME, elles répondent aux demandes des maisons de la place Vendôme, donc qu'on appelle les donneurs d'ordre. Ces maisons, elles sont rattachées aux 5 principaux groupes de luxe qui sont pour la plupart français, LVMH, Kering, Chanel, Hermès, Richemont qui est suisse, mais qui a les 2 maisons françaises prestigieuses qui sont Cartier et Van Cleef & Arpels. Et en fait, ces maisons vraiment structurent l'activité et donnent effectivement des commandes à tous les ateliers.
Ces maisons, elles ont une implantation mondiale, elles ouvrent régulièrement des surfaces de vente partout, donc elles ont une très grande visibilité, une très grande notoriété, une très grande expertise aussi en matière de communication et marketing, et aujourd'hui la problématique c'est de pouvoir réussir à produire ce qui potentiellement est vendu. Et donc c'est la conséquence effectivement de cette force de frappe des groupes de luxe qui font beaucoup en fait pour alimenter la filière. Et donc ça explique pourquoi il y a eu ce virage, pourquoi il y a eu cette transformation en industrie. Et par ailleurs, les groupes, effectivement, de par leur expertise aussi en marketing, font et lancent des collections qui sont de plus en plus fines en termes de segmentation. Enfin, l'idée, c'est vraiment de s'adresser à tous les types de clients de tous les marchés. Donc l'offre, elle est vraiment démultipliée. L'idée, c'est que chaque client est potentiellement un bijou susceptible de lui convenir. Donc, si vous croisez une implantation mondiale avec des collections toujours plus fines, toujours plus de produits pour être en capacité de répondre aux attentes de chaque client, effectivement, ça génère du volume. Et ça explique pourquoi, effectivement, aujourd'hui, on parle d'industrie. L'autre élément marquant, c'est que cette filière, elle repose sur des savoir-faire, donc il y a toujours eu beaucoup un fort effort dans la transmission et dans les savoir-faire, au niveau concernant la formation, et des investissements réguliers au niveau effectivement des capacités de production et innovation. Donc s'il faut retenir, c'est qu'effectivement la joaillerie se porte très bien et il n'y a aucun signe, aucun nuage à l'horizon. Il n'y a pas de raison de penser que cette courbe peut être démentie dans les années qui viennent. Donc c'est un secteur d'avenir avec des métiers d'avenir. Ces chiffres, je les ai parcourus avec vous. Pour finir la photo, donc il y a 15 000 salariés, il y a environ 3 000 entreprises en France, mais ce qu'on appelle les co-traitants, c'est-à-dire les ateliers de sous-traitance qui travaillent pour les maisons de la place, représentent à peu près un tiers de ces ateliers. Les autres ateliers, ça va être des ateliers d'artisans indépendants, qui sont aussi nombreux partout sur le territoire, mais où les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes, puisqu'effectivement, par définition, un artisan va travailler plutôt pour lui, ou pour un client particulier, par opposition à ses co-traitants qui sont vraiment dans une logique de fournisseurs par rapport à des donneurs d'ordre et qui contribuent justement à cette industrie. Et je le disais, la joaillerie, même si elle est au départ née dans deux bassins qui sont l'Île-de-France et la région Aura, Lyon a été une ville capitale très importante effectivement pour la joaillerie. Aujourd'hui, la joaillerie, elle est partout dans les territoires. Alors il y a des territoires qui ont une maturité plus grande liée à leur histoire, mais vous avez des ateliers qui s'ouvrent. Et pourquoi ce constat? C'est que d'une part, comme aujourd'hui, effectivement, la problématique, c'est de pouvoir réussir à produire. On assiste à un phénomène d'intégration verticale où vous avez en fait les maisons qui rachètent des ateliers. Et le sujet, c'est que quand un atelier est racheté, eh bien, les maisons concurrentes doivent trouver d'autres partenaires pour pouvoir en fait être en capacité d'avoir en fait les commandes produites. Donc ça contribue en fait à la croissance d'autres ateliers indépendants partout dans le territoire. Et donc, dans ces régions, sur cette carte de France, vous voyez que les deux régions les plus dynamiques, c'est vraiment Aura et l'Île-de-France. Un petit mot sur une autre spécificité de ce secteur qui concerne la politique salariale. C'est un secteur où il y a toujours eu un dialogue social régulier et de qualité. Et c'est un secteur d'activité où les salaires sont toujours au-dessus des minima conventionnels. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, on démarre au SMIC, mais assez rapidement, si effectivement on a un talent et si on engrange effectivement l'expérience, tout ceci se mesure, s'évalue et s'apprécie dans un contexte de quasi plein emploi pour ce secteur. L'idée, c'est de fidéliser les talents. Dans ce secteur d'activité, vous avez en fait 7 classifications qui ont été définies. Et ensuite, vous avez des échelons qui vont témoigner de votre degré d'autonomie, de votre capacité à encadrer des équipes, du fait d'avoir des diplômes, etc. Les classifications, vous les voyez, c'est 1, 2, 3, bon, ça s'arrête à 4, parce qu'après, on est sur plutôt des fonctions autres, cadre dirigeant, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez qu'à partir du moment où vous rentrez dans
classification, enfin le niveau 2, vous voyez qu'on commence un décrochage, enfin il y a un décrochage qu'on peut constater par rapport au minima, et plus on avance effectivement, plus on voit qu'il y a vraiment un gros delta. Et ce sont des métiers où le savoir-faire, encore une fois, si on a du talent et si on engrange suffisamment d'expérience, est vraiment reconnu. Donc c'est intéressant d'avoir cette donnée en tête. Et pour voilà, vous passer vraiment au métier en tant que tel, outre le fait effectivement qu'il y a des opportunités dans tous les territoires, que la politique salariale est intéressante, au-delà de ça, et j'ai envie de dire que c'est peut-être la première raison, c'est quand même extrêmement gratifiant de travailler sur ces pièces-là. Enfin, au départ, c'est du fil et un plané de métal. Et quand on voit à quoi on aboutit, c'est quand même extrêmement gratifiant de dire qu'on est soit à l'origine de ça, soit contributeur de ces pièces-là. Donc il y a quand même une satisfaction à pouvoir travailler sur des pièces qui allient la puissance de l'esprit et la dextérité de la main. Et aussi, on parle beaucoup d'enjeux RSE, mais c'est une filière qui s'est penchée sur le sujet il y a plus d'une vingtaine d'années, et c'est pas de la cosmétique, enfin, c'est une vraie réalité. Il y a eu beaucoup de réglementations qui sont nées. C'est vraiment une structure, une filière qui prend très au sérieux tous ces enjeux de biodiversité, de préservation des ressources. C'est quand même un secteur où, globalement, même si on peut faire mieux au niveau de l'extraction des métaux, etc., de plus en plus, effectivement, c'est quand même la caractéristique de ce secteur, c'est qu'on est quand même dans le recyclage permanent. Les métaux, on peut les faire fondre à loisir pour refaire des pièces. Les pierres, on peut les dessertir pour ressertir. C'est quand même une filière qui présente quand même des intérêts, certains intérêts par rapport aux enjeux dont on parle de durabilité, de recyclabilité, etc., etc. Alors, effectivement, je vous disais, un âge d'or, il y a des opportunités à saisir. On a estimé effectivement à peu près 2500 postes, les besoins de la filière pour les 24 mois. Et ça explique pourquoi on a signé un partenariat avec France Travail pour justement être en capacité de vraiment permettre aux entreprises, aux ateliers partout sur le territoire de trouver effectivement les compétences dont elles ont besoin. Donc c'est une convention qui a été signée il y a 6 mois et on voit qu'effectivement il y a des besoins importants sur la région Aura. Je vous le disais, il y a énormément de métiers. Alors bien sûr on ne va pas rentrer dans les détails. Là vous avez je pense à peu près une bonne trentaine de métiers qui décrivent vraiment la chaîne de valeur. Moi j'ai choisi de me focaliser sur certains d'entre eux qui sont vraiment caractéristiques des métiers de la fabrication et pour lesquels on a des besoins. En l'occurrence, c'est vraiment les métiers de bijoutier et aussi les métiers de joaillier, les métiers bien sûr de sertisseur et de polisseur, qui sont un peu les 3 corps de métier qui travaillent main dans la main ensemble à l'atelier. Et bien évidemment, il y a aussi beaucoup d'opportunités à saisir sur la conception numérique. Parce qu'effectivement, une des grandes révolutions, des grands changements de ces dernières décennies, c'est que le numérique existe donc depuis au moins 20 ans. Aujourd'hui, toutes les pièces, que ce soit des pièces en haute joaillerie ou en joaillerie répétitive, en fait, sont issues de CAO, c'est-à-dire que le concepteur, il est à l'origine le concepteur, il fait un peu le trait d'union entre le studio, qui va être à l'origine du concept et qui va en fait donner un dessin, le gouaché, et les pièces qui vont être fabriquées à l'atelier. Le concepteur, sa responsabilité, ça va être de faire une modélisation qui traduise vraiment fidèlement l'intention esthétique, mais qui soit en fait faisable et ayant capacité d'être répété. Donc c'est quelqu'un qui doit en fait être joaillier, il doit très bien connaître les règles de l'art de la fabrication, et en même temps il doit maîtriser non seulement des logiciels, mais aussi tout le parc machine, parce qu'aujourd'hui les pièces, elles sont souvent elles s'appuient sur plusieurs savoir-faire. Rares sont les pièces à être fabriquées que d'une seule façon. Traditionnellement, on parlait de pièces qui étaient issues de la fonte à cire perdue. Aujourd'hui, on peut avoir des pièces 100% usinées, des pièces pour lesquelles on va avoir des composants qui sont usinés et d'autres parties qui sont fabriquées entre guillemets à l'ancienne avec la fonte. Enfin, il y a plein de possibilités envisageables et le concepteur, justement, il doit connaître toutes ces possibilités pour produire, répondre au cahier des charges en concevant un objet qui puisse être produit de toutes ces façons-là. Le joaillier, lui, effectivement, c'est l'architecte, c'est la personne qui va
vraiment produire la pièce en fonction effectivement des, du gouaché, du dessin qu'on va lui donner ou des plans qu'on va lui remettre. Et évidemment, c'est un métier manuel avec des gestes de base qui sont sciés, percés, soudés, limés, assemblés. Mais bien sûr, en fait, lui, sa valeur ajoutée, outre le fait qu'il est censé vraiment connaître un éventail extrêmement large de techniques, il est aussi là pour réfléchir. Je vous disais qu'il n'y avait pas de joaillerie sans pierres précieuses. Il est là aussi pour définir réfléchir et définir l'emplacement des pierres. Et donc, il prépare le travail du sertisseur. Pour faire simple, avant de parler du métier de sertisseur, donc j'ai fait un distinguo entre le joaillier et l'opérateur en bijouterie, puisqu'effectivement vous avez en région Aura, mais pas que, des manufactures qui se sont ouvertes, notamment les manufactures qui se sont ouvertes l'année dernière dans la Drôme et dans le Puy-de-Dôme, où là, effectivement, les besoins, c'est des postes qui portent plutôt sur des postes d'opérateurs en bijouterie. Donc là, on va être sur des savoir-faire un peu moins poussés, mais il y a énormément de besoins. Et pour ces postes d'opérateurs, les recrutements sont extrêmement larges, puisqu'en fait, beaucoup d'opérations de recrutement se montent justement avec France Travail. Et l'idée, c'est de s'ouvrir à d'autres publics, d'utiliser notamment une technique de recrutement différente qui s'appelle la MRS, la méthode de recrutement par simulation, où en gros, on ne cherche pas à recruter quelqu'un à partir de compétences, on va recruter quelqu'un à partir d'aptitudes telles que la méticulosité, la concentration, l'agilité manuelle. Et c'est des personnes qui viennent d'autres secteurs d'activité, mais qu'on va recruter sur un potentiel et des aptitudes et qu'on va former sur site. Donc c'est pas du tout la même chose que de recruter quelqu'un qui aurait passé un diplôme, qui se serait formé pendant 3 ans, etc. Et ces recrutements sont importants. Ce sont des recrutements qui s'adressent aussi aux personnes qui sont dans une reconversion. Et en tout cas, il y a beaucoup d'opportunités en région Aura pour ce type de poste. Alors, je vois que le temps passe, donc je vais enchaîner rapidement sur les autres métiers fondamentaux qui sont sertisseur et polisseur. Pour faire simple, le sertisseur, sa responsabilité, c'est de faire en sorte que les pierres tiennent de manière durable sur une monture. Évidemment, on n'utilise jamais de colle, donc la pierre va tenir avec la force du métal. Et donc il y a beaucoup de connaissances à avoir en gémologie, mais bien sûr il y a énormément de techniques de sertissage, grain, rail, clos, semi-clos, blablabla. Donc il faut effectivement avoir énormément de savoir et le geste sûr pour pouvoir exercer ce métier. Et le polisseur, lui, il a une très grande responsabilité. Alors, il intervient à plusieurs reprises tout au long de la chaîne de fabrication, mais lui, il est responsable de l'éclat final des pièces. Donc, effectivement, il a quand même une petite pression sur ses épaules, parce que s'il s'endort sur une pièce, tout le travail des prédécesseurs est à béné. Autant en joaillerie, on peut reprendre, on peut refondre du métal, recommencer une pièce, etc. Polissage, si vous vous loupez, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, il y a énormément de pression sur ce métier. Mais c'est un métier qui est très satisfaisant parce que c'est vraiment ce métier qui révèle l'éclat final de la pièce. C'est un métier où il y a énormément de besoins. Donc là aussi, dans le cas d'une reconversion, c'est vraiment quelque chose qui est à considérer et à envisager. Et donc là, vous avez différents niveaux suivant effectivement le type de pièce sur lequel vous travaillez. Et donc vous avez les polisseurs qui peuvent effectivement travailler sur des pièces de haute joaillerie, et puis vous avez des opérateurs qui vont travailler sur des pièces peut-être un peu plus simples, avec un éventail moins large, mais où il y a effectivement aujourd'hui énormément de besoins. Et parcours de formation, avant de vous laisser bien sûr la parole, ici vous avez un petit récapitulatif où on a rappelé les diplômes de l'éducation nationale, qui historiquement sont les premiers diplômes à avoir été créés pour cette filière-là. Le CAP, 3 CAP, CAP Art et Technique du bijou option bijouterie, CAP Art et Technique du bijou option sertissage, même chose option polissage. Pour aller plus loin, donc c'est en général pour les adultes, on peut le préparer en 1 an, suivant les organismes de formation. Et puis après, vous pouvez faire une mention complémentaire en 1 an. Donc là, c'est vraiment un diplôme de fabrication pure et dure. On va beaucoup plus loin dans l'appréhension des techniques. Le BMA, en général, c'est plutôt un complément pour les jeunes en 2 ans. Je ne sais pas si on peut le préparer en étant un adulte. Donc ça, c'est les diplômes de l'éducation nationale pour la fabrication.
En création, on a un autre diplôme qui est le DNMAD. Et ça, ce sont des titres professionnels qui ont été lancés ces dernières années, déposés au RNCP, donc validés par France Compétences. Et à côté de ça, il y a un outil extrêmement intéressant, le certificat de qualification professionnelle. C'est un outil de branche, c'est un parcours de formation qui est porté par la branche. C'est un parcours qui est court, autour de 250 à peu près 350 heures de formation. Et en fait, c'est pensé pour des personnes voilà, qui sont adultes, qui n'ont pas forcément la possibilité de s'arrêter ne serait-ce qu'un an. Enfin, c'est déjà colossal hein, de pouvoir s'organiser pour pouvoir suivre un parcours de formation en un an. Et là, vous avez dans les CQP de la branche, un CQP opérateur en polissage, qui marche très bien. Vous avez un CQP concepteur 3D, pour devenir effectivement concepteur numérique, qui fonctionne très bien. Et puis en préparation, alors il n'a pas encore été validé par France Compétences, mais vous avez un CQP opérateur en bijouterie qui est dans les tuyaux. Et ça, c'est un outil intéressant pour des personnes qui sont en transition ou dans une logique de reconversion. Les informations sur les CQP, vous pouvez les trouver sur le site probablement de la branche qui s'appelle CNHBJO, Confédération nationale de l'horlogerie, de la bijouterie, CNH, horlogerie, bijouterie et joaillerie et orfèvrerie. Sinon, vous pouvez trouver aussi des informations sur le site de la HEJ, Haute École de Joaillerie, qui prépare aussi, donc c'est un organisme de formation, mais qui, en fait, c'est l'école professionnelle qui est rattachée à la branche, et vous pouvez préparer ces CQP au sein de la Haute École de Joaillerie. Donc c'est deux sources d'informations qui sont intéressantes. Et bon, je suis allée un peu rapidement, mais si vous voulez voir des vidéos métiers très courtes de l'ordre de 2 minutes sur les métiers principaux là, que j'ai présentés, vous allez sur le site de l'Union française, donc UFBJOP, vous allez sur Google UFBJOP, et en haut, vous allez avoir, je crois que c'est la deuxième rubrique, vous pouvez, en cliquant sur cette rubrique, voir les vidéos métiers. Alors, je n'ai pas forcément accès au site de l'Union, mais c'est de mémoire la deuxième proposition en haut à gauche. Et vous pouvez voir quelques vidéos métiers. Et ces vidéos sont aussi présentes sur le site de France Travail, hein, qui est notre partenaire. Voilà, je suis désolée, j'ai un peu débordé, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai ravie de vous répondre. Il y a encore un peu de temps pour des questions, si vous en avez. Moi, je suis employé, c'est-à-dire je suis en projet de reconversion professionnelle. Donc moi, il faudrait que je me rabatte sur un certificat de qualification professionnelle. Oui, ça peut être une option à considérer. Oui. Pour quel métier? Vous savez déjà? Alors, CQP certisseur n'existe qu'à un niveau expert. Vous n'avez pas de niveau opérateur. Sinon, la formation continue aussi, c'est possible? Alors, dans le cadre de la formation continue, vous pouvez préparer un CAP en certissage d'1 an. Et je crois qu'il est possible effectivement d'obtenir, il existe des dispositifs de financement. Donc il faut monter un dossier en étant aussi très vigilant sur les délais qu'il faut respecter. Mais c'est aussi une option qui peut se regarder, être envisagée. Le mieux, c'est de prendre rendez-vous avec un conseiller formation pour lui exposer votre objectif professionnel et voir les moyens, les canaux qui s'offrent à vous. Je vais prendre contact avec l'école de joaillerie à Lyon. La SEPR? Parce qu'il y a 2 écoles à Lyon. Il y a le campus HEJ Lyon, qui dépend de... Enfin, c'est l'école du métier, l'école professionnelle, et vous avez la SEPR qui est un autre... donc ça, c'est HEJ, effectivement. Donc moi, je pensais passer par là. Oui, le plus simple, le plus logique, c'est de prendre un rendez-vous avec une conseillère, vous lui exposez votre projet pro, et elle vous dira quelles sont les voies envisageables, et surtout, elle va décortiquer avec vous les dispositifs de financement auxquels vous pouvez prétendre. D'accord. Et éventuellement, des ateliers, non? Des ateliers? Des ateliers pour voir le métier un peu. Alors à Paris, je sais qu'il en existe. Ces ateliers sont programmés pendant les petites vacances scolaires. On appelle ça les winter ou les summer. C'est des ateliers d'1 semaine. Je ne sais pas si ce format existe à Lyon parce que le campus a été ouvert en septembre. Il a 6 mois d'existence.
peut-être qu'ils proposent aussi ces petits ateliers d'une semaine, mais ça permet vraiment de se tester et de voir si effectivement on peut se projeter durablement dedans. Mais je crois que ce sont des semaines qui sont voilà, qui ont un coût en fait. Ouais. D'autres questions? Bon, bah, vous avez été très clair alors. Merci beaucoup. Alors, fourchette moyenne, je ne saurais pas vous dire. Je peux vous dire que ça démarre au SMIC. C'est ce que c'était sur la slide. Après, il faut quand même compter quelques années pour développer un premier niveau d'expérience. Qui peut être valorisé, mais quand vous avez quand même une certaine seniorité, et puis vous pouvez avoir une rémunération très confortable, parfois supérieure à celle de fonction support de personnes qui sont cadres. Mais je me demande si France Travail a pas mis à disposition un outil du type Métier-Scope, Tout à fait. où on peut avoir des données sur la rémunération ou sur le détail du métier. Sur les deux, mais généralement c'est une fourchette. Métier-Scope, ouais, ça peut être une source intéressante à consulter. Oui. Donc, pour tout ce qui est accompagnement au projet de dispositifs de financement, donc, toutes les personnes sont au rez-de-chaussée. Il y a tous les exposants qui sont au rez-de-chaussée pour vous accueillir, que ce soit le CIBC, l'APEC, France Travail est présent aussi, les maisons d'emploi. Et puis pour la partie financement, il y a aussi Transition Pro. Voilà. Si vous êtes salarié du privé. À la suite de cette conférence, merci beaucoup. Il y a une autre conférence sur les métiers de l'industrie, donc on reste sur une thématique